Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vous présente le top 3 des nouveautés audibles pour cette fin d'année. Ça reste un choix personnel bien évidemment. Le but de cette vidéo c'est d'inciter les gens à se remettre à la lecture, vu la quantité d'infos et de vocabulaire enrichissant que contiennent les livres, que ça soit audible ou inaudible. Vous trouverez tous les liens dans la description, et si vous voulez un format particulier n'hésitez pas à le demander en commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous, c'est gratuit. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage à tous. Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre les milliers d'autres gens qui ont déjà amélioré leur vie à l'aide d'un livre audio. Brian Tracy, Objectif. Comment obtenir tout ce que vous voulez plus rapidement que vous n'auriez pu l'imaginer. Après avoir écouté ce livre audio, vous apprendrez comment libérer votre potentiel, comment analyser vos convictions, comment gérer efficacement votre temps, et beaucoup d'autres choses. Atteignez ce que vous voulez vraiment. Modifiez votre façon de penser. Changez votre vie. Toute amélioration dans votre vie est le résultat de nouvelles convictions en ce qui a trait à vous-même et à vos possibilités. Le développement personnel est le résultat d'une transformation de vos convictions quant à ce que vous êtes en mesure de faire et ce qui est possible pour vous. Aimeriez-vous doubler votre revenu? Bien sûr. Mais croyez-vous la chose possible? Et pourquoi ne pas le tripler? Peu importe votre degré de scepticisme, laissez-moi vous poser quelques questions. Depuis vos débuts sur le marché du travail, n'avez-vous pas doublé ou triplé votre revenu? Ne gagnez-vous pas beaucoup plus aujourd'hui qu'au début de votre carrière? Ainsi donc, n'avez-vous pas fait la preuve qu'il vous est possible de doubler ou de tripler votre revenu? Alors, vous pourriez répéter ce que vous avez déjà fait, peut-être plusieurs fois si vous appreniez comment faire. Il vous suffit de croire que la chose est possible. Selon Napoléon Hill, l'homme peut accomplir tout ce que son esprit est en mesure de concevoir et de croire. Votre programme principal pour connaître le succès. Il se peut que la percée la plus importante du XXe siècle dans le domaine du potentiel humain ait été la découverte du concept de soi. Tout ce que vous faites ou accomplissez dans la vie, de même que chaque pensée, sentiment ou action, est contrôlé et déterminé par votre concept de soi. En tout ce que vous faites, votre concept de soi précède et prévoit ce que seront votre performance et votre degré d'efficacité. Il constitue le programme principal de votre ordinateur mental. C'est le système d'exploitation de base. Toute réalisation visible aux yeux du monde extérieur est le résultat de votre concept de soi. Les psychologues ont découvert que ce concept a pour composante l'ensemble des convictions, des sentiments et des opinions que vous nourrissez à l'endroit de vous-même et de votre monde, et des attitudes que vous adoptez. En conséquence, vous agissez toujours selon votre concept de soi, qu'il soit positif ou négatif. À données inexactes, résultats erronés. Voici une découverte intéressante liée au concept de soi. Même si ce dernier a pour fondement des convictions erronées sur vous-même ou sur votre monde, pour autant que vous êtes concerné, il s'agit là de faits, et vos pensées, vos sentiments et vos actions en seront le reflet. Habituellement, les convictions que vous entretenez à votre sujet sont en grande partie subjectives, souvent basées sur aucun fait. Elles sont plutôt le produit d'informations assimilées au cours de votre vie et le résultat de votre façon de les traiter.
Vos convictions ont été formées par les premières années de votre vie, vos amis et vos collègues, vos lectures et l'instruction que vous avez reçues, vos expériences tant positives que négatives, et 1000 autres facteurs. Les pires convictions sont celles qui vous imposent des limites. Si vous vous reconnaissez une limite quelconque, qu'elle soit réelle ou imaginaire, elle est vraie pour vous. Si vous y croyez, vous agirez comme quelqu'un qui accuse une déficience en ce qui concerne le talent ou la compétence en question. Surmonter les convictions autolimitatives, de même que les limites que vous vous imposez, représente souvent le plus grand obstacle qui s'érige entre vous et la réalisation de votre plein potentiel. Faites fi de ce que disent les experts. Albert Einstein fut renvoyé de l'école primaire à cause d'une difficulté d'apprentissage. D'ailleurs, on avisa ses parents qu'il était impossible de lui enseigner quoi que ce soit. Ces derniers, ayant refusé d'accepter ce diagnostic, entamèrent les démarches nécessaires pour assurer à leur fils une excellente instruction. Le docteur Albert Schweitzer souffrait du même problème d'apprentissage. On encouragea ses parents à le mettre en formation chez un fabricant de chaussures, afin de lui garantir un emploi sûr. Or, Einstein et Schweitzer obtinrent un doctorat avant d'atteindre leurs 20 ans, en plus de marquer l'histoire du XXe siècle. Selon un article publié dans le magazine Fortune sur les difficultés d'apprentissage dans le domaine des affaires, plusieurs des présidents et des cadres supérieurs de sociétés Fortune 500 n'étaient pas considérés comme des élèves particulièrement brillants ou capables. Mais grâce au travail acharné, ils ont connu de grands succès dans leur domaine. Après avoir renvoyé Thomas Edison de l'école, en 6e année du primaire, on recommanda aux parents de l'enfant de ne pas gaspiller leur temps et leur argent à tenter de le faire instruire, puisqu'il n'était ni particulièrement brillant, ni même capable d'apprendre quoi que ce soit. Edison devint pourtant l'un des plus grands inventeurs de l'ère moderne. Ce genre d'histoire s'est répété des milliers de fois. Les convictions autolimitatives, parfois issues d'une expérience unique ou d'une remarque en apparence banale, peuvent ralentir votre progression pendant des années. La plupart des gens sont parvenus à maîtriser une compétence dans un domaine où ils se croyaient inhabiles, et leur performance les étonne vraiment. Peut-être avez-vous vécu une telle expérience qui vous aura permis de prendre conscience soudainement que les limites que vous imposaient vos pensées n'étaient aucunement fondées. D'habitude d'ailleurs. Non, la puissance d'une habitude réside dans sa simplicité et dans sa régularité. Ayez ça en tête. Commencez à votre rythme. Prenez le temps de vous approprier la joie d'une habitude positive et laissez le temps faire le reste. C'est la somme de ces centaines et minuscules choix qui vous amèneront à exprimer pleinement votre plein potentiel. Faites confiance à Honour. C'est un pédagogue exceptionnel sur le sujet. Je le sais, car nous avons travaillé ensemble. Introduction. Tout commence par nos habitudes. Surveillez vos pensées car elles deviennent vos mots. Surveillez vos mots car ils deviennent vos actions. Surveillez vos actions car elles deviennent vos habitudes. Surveillez vos habitudes car elles deviennent votre personnalité. Surveillez votre personnalité, car elle devient votre destin. Lao Tzu, philosophe chinois. Mon histoire. Statistiquement, j'avais tout ce dont j'avais besoin pour ne jamais écrire un livre et devenir ce que je suis devenu. Je suis né à Paris de parents immigrés, issus d'une condition sociale très précaire. J'ai grandi dans une famille monoparentale avec une mère sans activité professionnelle. À l'école primaire, j'étais un peu timide et réservé, mais j'étais bon élève. Du moins au début. Dans son pays, ma mère avait arrêté l'école à l'âge de 10 ans. Elle ne savait ni lire ni écrire et ne pouvait pas m'aider à progresser. Je passais mon temps à jouer aux jeux vidéo ou à regarder la télévision. Ma mère n'avait trouvé que ce moyen pour me canaliser. Malheureusement, j'avais développé une addiction qui n'aura pas été sans conséquence dans mes études. Je passe en seconde de justesse, grâce à mes notes en histoire, en géographie et en français. À 4 points près sur l'ensemble des épreuves, je n'avais pas mon brevet des collèges. Au lycée, je paie le prix de toutes ces années passées sans avoir travaillé.
Je redouble ma seconde et me retrouve ensuite en première STI en spécialité génie électrotechnique, un bac qui me destinait à la production et à la maintenance d'automates programmables. Ma sensibilité étant celle d'un profil littéraire, j'étais resté en retrait de mes études. Dans les 5 mois qui précèdent l'épreuve du baccalauréat, mon professeur principal me dit que si je continue comme ça, je n'obtiendrai pas mon diplôme. De toute évidence, je ne suis pas né sous la bonne étoile. Je suis né pauvre, dans des conditions très précaires, je ne mangeais pas à ma faim, je n'ai pas fêté mon anniversaire ou même Noël. Je ne partais pas en vacances faute de moyens et rien ne m'encourageait à libérer mon potentiel. J'étais frustré et en colère, parce que je n'avais pas eu la chance de naître dans une famille plus aisée. C'est le côté injuste de la vie. Les cartes sont distribuées et je ne partais pas avec le meilleur jeu. Je me sentais impuissant, désespéré et convaincu que je n'avais pas le pouvoir de changer ce qui semblait être mon destin. Heureusement, mon professeur de philosophie a compris cela, et nous avons pu entretenir une longue correspondance au cours de mon année de terminale. Son soutien a joué un rôle majeur. Il était un peu ce père que je n'avais jamais eu, un phare qui me guidait dans l'obscurité. Peu après, j'ai joué un rôle actif dans le conseil de la vie lycéenne où j'ai pu gagner la sympathie de la proviseure qui s'est montrée bienveillante envers moi. Ce rôle de conseiller et la confiance de la proviseure ont été un vrai déclic dans ma vie. Je ne pouvais pas rattraper toutes ces années de retard et de mauvaises habitudes, mais je me suis engagé à faire des efforts pour témoigner de ma bonne volonté. À la veille de la première épreuve de spécialité, la plus importante, je m'étais surpris à prier pour la première fois et à parler tout seul. Ça y est, je devenais fou. Le lendemain, j'avais une chance sur 6 de tomber sur le sujet que j'avais révisé et pratiquement mémorisé par cœur. Autrement dit, mon redoublement était quasiment assuré. Contre toute attente, j'avais pioché le sujet que j'espérais tant. J'ai pu limiter la casse dans les autres matières scientifiques et obtenir mon bac. Maintenant, j'étais libre. J'ai poursuivi mes études à l'université Sorbonne Nouvelle, où j'ai pu décrocher un entretien avec le directeur de l'unité de recherche. Je lui avais confié mon histoire dans un courriel. Trouver les clés qui m'aideraient à sortir de mon désarroi. J'ai été notamment attirée par les propos du médecin psychiatre Carl Gustav Jung, fondateur de la psychologie analytique. Ceux qui n'apprennent rien des faits désagréables de leur vie forcent la conscience cosmique à les reproduire autant de fois que nécessaire pour apprendre ce qu'enseigne le drame de ce qui est arrivé. Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. En d'autres termes, tant que nos blessures émotionnelles ne sont pas guéries, l'univers, ce que Jung appelle la conscience cosmique, va faire en sorte que nous attirions des personnes et des situations qui nous feront revivre ces blessures, afin de nous donner une chance d'en comprendre le sens, de les digérer et de ne plus en être affectés. Le temps a passé, et cette phrase de Jung ne quittait plus mon esprit. En effet, sur le plan professionnel, il se produisait quelque chose d'assez stupéfiant. Alors que j'avais passé 15 ans de ma vie à réaliser des films animaliers et des enquêtes scientifiques, enchaînant sans relâche les tournages, voilà que tous mes projets étaient systématiquement refusés par les chaînes de télévision depuis 1 an. À l'incompréhension succédait l'exaspération. Je me persuadais que des réponses positives allaient finir par arriver. Mais les mois s'écoulaient et rien ne se passait. Je me suis retrouvée sans emploi. Avec le chômage est survenue la honte, puis la fin de mes allocations et là, plus un sou. Financièrement, c'était la bérésina. Jusqu'au jour où une conseillère d'orientation de Pôle emploi m'a conviée à un entretien pour faire un point sur mes recherches. J'ai pris cela comme une agression. « Tout va bien, je suis en train d'écrire mon prochain roman, j'ai des projets de film, ce n'est pas la peine d'insister, je ne viendrai pas. »
lui ai-je répondu avec la diplomatie d'un roquet en colère. Mais l'administration n'avait que faire de mes états d'âme et, quelques semaines plus tard, j'ai été dans l'obligation de me rendre à Saint-Denis, l'antenne dédiée aux intermittents du spectacle. Une fois sur place, j'ai finalement desserré les dents et j'ai même sympathisé avec cette employée souriante. Je lui ai fait part de mes nombreux projets et d'un rêve, celui d'écrire une série pour la télévision. Après 2 heures de rendez-vous, je lui ai tendu la main pour la saluer. « Vous n'avez pas renseigné votre adresse mail ?» m'a-t-elle fait remarquer. Je lui ai alors expliqué que je ne la communiquais plus pour limiter les pertes de temps et les informations sans intérêt. « C'est dommage. Vous pourriez recevoir des annonces de stage ?» a-t-elle insisté. Sans m'écouter, elle a fait défiler les pages sur son écran avant de poursuivre. « Voyez, là, on a reçu des propositions de masterclass organisées par l'école de cinéma de Luc Besson. » Intriguée, je me suis rassise. Elle m'a tendu 10 pages de différents programmes, j'en ai saisi un au hasard et j'ai lu « Apprendre à écrire une série télé ». Ma mâchoire s'est décrochée, mon cœur s'est emballé. Instantanément, j'ai songé à cette phrase de Jung « Comprendre quelque chose de ses épreuves ». Sans refus des chaînes télé, pas de chômage. Sans chômage, pas de rendez-vous Pôle emploi. Sans rendez-vous Pôle emploi, aucune chance d'être au courant de ce stage. Et si cette absence de travail que je vivais comme une injustice me permettait d'atteindre mon rêve? Renseignement pris, la masterclass coûtait cher et commençait 3 semaines plus tard. Je n'avais plus une minute à perdre. J'ai remercié ma conseillère et j'ai filé préparer un dossier à l'intention de l'AFDAS, l'organisme de prise en charge du remboursement de la formation. Puis, je me suis présentée, frétillante, au guichet. « Je suis désolée », m'a asséné l'hôtesse d'accueil en me rendant les documents. « Le délai minimum avant dépôt des requêtes a été porté à 1 mois. Or, votre stage commence dans 3 semaines. C'est trop tard pour vous inscrire. » Dans ma tête, c'était l'affolement. J'oscillais entre doute et certitude. Mais si Jung avait raison, je devais suivre cette masterclass. « Il y a forcément une solution », lui ai-je dit d'une voix mal assurée. J'avais l'intuition que ce qui allait se tramer ici aurait un impact sur l'ensemble des épreuves de ma vie. Si j'étais prise, je mettrais toute mon énergie à apprendre ce qu'enseignait le drame, des événements douloureux passés. « Vous n'êtes pas auteur, par hasard ?» m'a-t-elle alors demandé. « Si, parce que si vous pouvez justifier 9 000 € gagnés en 2 ans en tant qu'écrivain ou scénariste, ça marche. Le délai pour les auteurs est de 3 semaines au lieu d'1 mois et la date limite, c'est aujourd'hui. » J'ai foncé chez moi aussi vite que possible pour transmettre une copie de mes justificatifs. Une bonne nouvelle n'a pas tardé à tomber. La prise en charge de ma formation était acceptée. 1 semaine plus tard, j'ai reçu un appel de l'école pour me convier à un entretien et me voilà admise à l'une des 8 places disponibles. Ce qui venait d'arriver était étourdissant. Je l'ignorais à l'époque, mais l'histoire n'allait pas s'arrêter là. Quelques mois plus tard, en raison de la défection d'un professeur, le directeur de l'école du cinéma qui connaissait mon travail de romancière m'a confié les cours, écrire un scénario et concevoir un personnage pour les étudiants des 1e et 2e années. Cerise sur le gâteau, un producteur m'a ensuite confié l'écriture d'un projet de série télé.